Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition d'information sur A30 Télévision. Ouvrons cette édition d'information au Sud Kivu. Les députés provinciaux saluent la réhabilitation du gouverneur Théo Nkwabi cassé par la Cour constitutionnelle après sa déchéance. Dans leur déclaration, ces élus s'opposent à l'idée de certains de leurs collègues qui menacent de dissoudre l'Assemblée provinciale en contestation de la décision de la Haute Cour. Suivez. Nous, députés provinciaux du Sud Kivu, acquis aux valeurs de l'égalité, de stabilité et de non-conflictualité, animés par le souci légitime de défendre les intérêts de la population du Sud Kivu, dans son ensemble, réaffirmons notre soutien sans faille au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables dans l'érection d'un état de droit en République démocratique du Congo et pour la pacification de l'Est de la République en proie à l'invasion du mouvement terroriste du M23 soutenu par le Rwanda. Nous accueillons avec satisfaction la publication du gouvernement Sama Lukonde II et exprimons les vœux de succès à tous les membres du dit gouvernement. Nous profitons également de cette occasion pour saluer l'arrêt R-Const numéro 1925 rendu par la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo en date du 22 mars 2023 par lequel elle réhabilite le gouverneur des provinces du Sud Kivu, M. Théo Nkwabi Kassi, dans ses fonctions de gouverneur des provinces. L'heure n'est ni à la division, ni à la chasse à l'homme, ni au règlement des comptes personnels, moins encore aux velléités des rébellions contre les arrêts de la Cour constitutionnelle qui, du reste, sont irrévocables et s'imposent à tous. C'est dans ce cadre que nous réfutons toute idée de dissolution de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, souhaitée par quelques députés provinciaux dans leur déclaration politique dite de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, qui ne concerne pas tous les députés provinciaux. Et la menace des élus provinciaux du Sud Kivu sur la dissolution de leur assemblée provinciale suite à la réhabilitation du gouverneur Théo Nkwabi est soutenue par le secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, notable de cette province. Pobili Kambale appelle le gouverneur à démissionner pour ne pas embrasser la province dans la crise. Nous sommes déterminés derrière les députés provinciaux à rétablir l'ordre dans cette province. Tout ce que je peux dire, c'est que la vérité, c'est l'obsession de certains hommes au pouvoir. Je ne peux pas comprendre que vous êtes désavoué par une majorité écrasante des députés provinciaux, mais vous êtes dans une sorte d'obstination. Mais je peux dire au gouverneur qui ne veut pas comprendre que la volonté du peuple est la loi suprême. Nous nous inclinons, bien entendu, devant l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais je peux lui dire qu'il ne va pas gouverner la province. Il est dans une illusion d'un pouvoir déjà perdu. Parce que vous pouvez avoir la légalité, mais quand vous n'avez pas la légitimité, vous n'êtes qu'un papier. Il faut en tirer toutes les conséquences. Le seul conseil que je peux donner à mon ami Nkwabi, c'est la démission, tout simplement. Il peut faire tous les tours du monde et ne gouvernera pas la province du Sud Kivu. Ou du moins, s'il veut la gouverner par force, il trouvera toujours les députés sur son chemin et le peuple. Vous êtes journaliste, allez questionner la population à Bukavu comme à l'intérieur de la province du Sud Kivu. C'est un désaveu contre le gouverneur du Sud Kivu. Et s'il veut persister dans le schéma dans lequel il s'est inscrit, c'est lui le perdant. Parce que les grosses machines qui ont pignon sur rue ici au Sud Kivu continueront à faire de lui la cible. Et je ne voudrais pas être à sa place pour subir ce qu'il subit. Maintenant, il est honni, hué par tout le monde. Incapable même d'arriver dans son bureau. Pendant que vous êtes porteur d'un arrêt
de la Cour constitutionnelle. Dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un peu de dignité, on tire la révérence. Revenons à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Désormais ancien proche de Joseph Kabila Kabange, André Alain Tundu, reçu ce lundi par Christophe Mbosso Nkodia auprès du président de l'Assemblée nationale. Il est venu officialiser son adhésion à l'Union sacrée de la nation, un choix qui se justifie selon lui dans le sens d'apporter une pierre à l'édifice face notamment à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Je suis venu voir le président de l'Assemblée, qui est l'autorité compétente dans le cadre de l'Union sacrée de la nation, pour officialiser mon adhésion et pour recevoir de sa part les orientations nécessaires pour la suite des événements. Monsieur Atundu a toujours été une figure de proue dans la politique congolaise, aussi bien durant le règne de Mouzef, durant le règne de Joseph Kabila et aujourd'hui durant le règne du président Tshisekedi. Une figure de proue ne disparaît pas avec les changements de régime. Nous sommes des patriotes, nous sommes des références et avec l'âge, nous devenons des notables. Eh bien, les notables font toujours l'honneur d'une nation. Le président de la République a lancé un appel à la cohésion nationale, étant donné le défi sécuritaire, le défi de développement de 145 territoires, étant donné le défi de gouvernance en combattant la corruption, eh bien, en tant que patriotes, nous ne pouvions que répondre positivement à cet appel qui sort du tréfonds de l'âme du Congolais. Moi, je n'ai pas traversé pour revenir. J'ai répondu à un appel. La primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inauguré lundi 27 mars la nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani des Sœurs de Pauvres de Barkham, situé dans la commune de Kimbantseke. Cet ouvrage entre dans le cadre de la lutte contre la mortalité et morbidité materno-infantile. Ce centre hospitalier a été construit sous financement de l'Agence française de développement. Images et commentaires. C'est un bijou construit ici dans la partie est de la capitale, précisément à Kingasani. La nouvelle maternité du centre hospitalier Kingasani des Sœurs de Pauvres de Barkham, inaugurée ce jour, comprend 10 salles, dont une salle néonatale, une salle de surveillance du travail des sages-femmes, une salle d'opération, une salle de réanimation néonatale post-opératoire, une salle d'entreposage des matériels d'intervention chirurgicale, une salle de travail, une salle de réveil post-opératoire, une salle de distribution des fluides médicaux, une salle d'accouchement et une salle d'hospitalisation post-opératoire. Le coût d'investissement est de 2,4 millions d'euros, l'œuvre du consortium Ginger International et Médecins du Monde qui met en œuvre le programme Projet Mère et Enfants de Kinshasa. Ces derniers visent à contribuer à la réduction de la mortalité et morbidité materno-infantile de la population de Kinshasa. Financé par l'Agence française de développement, ce projet entre dans le cadre de la collaboration bilatérale entre la RDC et la France. Chaque jour, environ 830 femmes meurent dans le monde des suites de complications liées à la grossesse ou l'accouchement. Ce projet vient matérialiser la vision du gouvernement, celle de la couverture santé universelle. La République démocratique du Congo et la Zambie signent un partenariat pour le lancement de l'étude des préfaisabilités de la zone économique spéciale dédiée au projet des chaînes de valeur de batteries et véhicules électriques en République démocratique du Congo. Cet accord cadre permettra de développer la chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques et des énergies renouvelables. La cérémonie a été présidée ce lundi par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Reportage de Joseph Bengbazo et Merveille Kitita. Deux pays majeurs dont la transition vers les énergies renouvelables, la RDC et la Zambie ont signé ce lundi un nouvel accord pour le lancement de l'étude des préfaisabilités de la zone économique spéciale dédiée au projet des chaînes de valeur des batteries et véhicules électriques. Pour la signature, Kinshasa a été représenté par ses ministres des Finances, des Mines et de l'Industrie.
et Lusaka, son ministre du Commerce et de l'Industrie. Le tout sous l'œil du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde qui a présidé cette cérémonie. Dans son mot, le chef du gouvernement a affirmé que ces projets viennent de concrétiser les souhaits des deux chefs d'État. Nous sommes dans la matérialisation d'une révolution. Révolution pensée et voulue par leurs excellences, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, ainsi que le Président Hakainde Hichilema, Président de la Zambie. Pour aboutir à ce projet de développement de la chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, ainsi que d'un marché des véhicules électriques et des énergies propres. Et ne dit-on pas que l'union fait la force? Et c'est ce que nous voyons ici aujourd'hui. Le ministre congolais de l'Industrie a également noté la grande portée de cet accord qui permettra aux deux pays de répondre aux problématiques de la transition énergétique. Et l'outil détaillé, c'est l'étude de préfaisabilité qui est l'objet de la signature du présent accord. Cette étude va être beaucoup plus détaillée, explicite, pour nous donner les plans opérationnels, les coûts réels, tous les défis qu'il faut pour que nous nous présentions à la face du monde et dire voici ce que vaut la construction de l'usine, d'abord des précurseurs de batteries, ensuite des batteries électriques et enfin des voitures électriques. À noter que cette étude des préfaisabilités qui commence à ce jour ira jusqu'au mois d'août prochain pour un montant de 750 000 $ américains. Après la sortie du gouvernement Samalukonde II, les réactions se font toujours entendre au sein de l'opinion publique. Le président national de l'UJCC s'est dit attristé du faible taux de la représentation de la jeunesse congolaise dans ce gouvernement. Mukenge Totoro demande aux jeunes de prendre conscience face à ce manque de considération de leaders politiques qui veulent s'accaparer de tous les postes de prise des décisions afin de militer pour l'avenir. Merci pour la question. Effectivement, ce gouvernement trop attendu, vous imaginez depuis qu'on avait parlé du remaniement jusqu'à aujourd'hui, bon, trop de mal. Les gens s'attendaient à quelque chose de beaucoup plus efficace, mais malheureusement, encore quelque chose qui n'a pas surpris. Mais notre constat, c'est lequel, effectivement, vous l'avez si bien dit, il y a des nouvelles figures, il y a des personnalités qui ne sont pas revenues puisqu'ils n'y étaient pas, mais qui viennent de faire leur entrée. Mais ce sont des personnalités sur lesquelles il y a des questions. Le peuple, surtout la jeunesse, se pose des questions. Moi, par contre, je suis en train de me demander quel est le message qu'on donne aux jeunes, qu'on donne aux acteurs politiques qui ont eu à construire leur carrière sur des valeurs. Voilà les questions. Mais maintenant, de deux, quelle est la place aussi à la jeunesse, puisque je me dis que il y a des grands partis, là où il y a des jeunes très valeureux, des jeunes non seulement ambitieux, mais compétents, mais qui voient que leur avenir politique ne sera jamais au rendez-vous. Pourquoi? Puisque les aînés ne veulent pas laisser la place à la compétence, à la jeunesse. Et vous vous imaginez que nous sommes maintenant dans une génération qui représente plus de 70% de la population et une génération compétente avec le monde d'aujourd'hui et les défis d'aujourd'hui, mais qu'on ne veut pas donner de la place. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où cela fait 20 ans que nous sommes en guerre, 20 ans que la situation économique ne fait que s'affoncer. Cela voudrait dire que on a déjà ceux qui sont là, nous savons ce qu'ils peuvent faire. Ils devraient maintenant laisser la chance à d'autres, donc à la nouvelle génération, de pouvoir proposer quelque chose à la hauteur du défi de notre monde d'aujourd'hui. Le chef de l'État, il a promis beaucoup de choses et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, il avait promis aussi à la jeunesse
qu'il allait s'appuyer sur la jeunesse pour pouvoir gouverner autrement. Mais le constat, c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de voir, c'est ce que nous constatons dans le gouvernement. Pour ce qui est de la représentation de la jeunesse, effectivement, nous tous, nous le déplorons. Maintenant, le taux est à moins de 10%. C'est vrai qu'il y a ceux qui reviennent et là, on va quand même féliciter ces jeunes qui représenteraient la jeunesse du question d'âge. Et toujours dans ces chapitres de réaction, le gouvernement Sama Lukonde 2 compte 16 femmes contre 42 hommes, soit 28% des femmes et 72% d'hommes. La participation féminine dans ce deuxième gouvernement dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde connaît une légère hausse de 3%, constat fait par Annie Matundu Bambi, représentante régionale des WILPF Afrique, qui note que la parité avance à petits pas en République démocratique du Congo. On l'écoute depuis la ville de Boma au micro d'Élysée Maf. Je tiens d'abord à remercier le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui continue à faire avancer l'égalité des sexes. Étant champion de la masculinité positive en RDC, les œuvres commencent à parler réellement. Suivant cette nomination, il y a 16 femmes. Cela nous ramène presque à 28 ou si on peut balancer, on va atteindre bientôt 30%. Cela signifie que la parité avance à petits pas, mais nous y arrivons. Et en termes de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité, la résolution 1325 est en train d'être mise en œuvre d'une façon efficace et efficiente. Donc, je tiens à féliciter toutes les femmes qui ont été reconduites et les nouvelles femmes qui ont été nommées. Bon vent et la lutte continue. Autre nouvelle dans cette édition d'information, des agents et cadres du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et petite échelle ont manifesté devant les sièges de leur direction générale à Kinshasa. Les manifestants réclament 3 mois d'arriérés de leur salaire. Ils sollicitent l'implication des autorités du pays dans cette situation qui crée un climat malsain au sein de cette entreprise de l'État. Devant la direction nationale du CEMAP, le service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, ce sont des cadres et agents qui scandent des chansons plutôt hostiles à la direction générale, comme pour dire « trop c'est trop ». Ils réclament 3 mois d'arriérés des salaires et accusent leur directeur général d'être à la base de cette situation. Nous sommes ici ce matin afin de pouvoir revendiquer nos droits. Ça fait de cela à peu près 10 mois que nous détenons la décision prise par le DG selon laquelle nous devons être régularisés. Notre situation administrative et financière doit être régularisée. Et nous sommes là. La semaine passée, nous y étions. On nous a promis de pouvoir retraiter notre cas dans 48 heures. Maintenant, c'est plus de 48 heures. Il n'y a pas toujours de suite. C'est ainsi que nous sommes là. Des revendications. Nous avons besoin de nos notifications et nous avons besoin de nos 3 mois d'un paiement. Nous sommes venus ici pour réclamer nos notifications et puis notre salaire. Nous sommes les agents des SAEMAP, la direction de la mine, donc les agents des directions provinciales des SAEMAP. Donc nous avons totalisé 3 mois sans être payés. Nous ne savons pas pourquoi. Donc on nous promet, mais on ne réalise pas. Ce que nous demandons à nos autorités, c'est de nous notifier et de nous payer nos 3 mois que jusque-là,
on n'a pas encore touché. Donc voilà pourquoi nous sommes là devant vous. Le CEMAP est une structure sous tutelle du ministère des Mines. Il a été créé par les décrets ministériels numéro 17/009 du 4 avril 2017. Depuis sa création, ces services militent en faveur de l'harmonisation des coopératives minières en République démocratique du Congo. Et pour clôturer le mois dédié à la femme de manière symbolique, le département Jean de la Ligue de jeunes de l'Union sacrée de la Nation a organisé dimanche une conférence débat autour du thème Innovation et femmes devant leurs responsabilités à l'évolution technologique. Un reportage de Josué Benbason. S'inspirant du thème international pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, le département genre de la Ligue de jeunes de l'Union sacrée a axé la conférence débat organisée dimanche à Kinshasa autour du thème Innovation et femmes. Plusieurs jeunes ont pris part à ces dialogues horizontaux avec les dirigeants de la Ligue des jeunes. Les femmes de la Ligue de jeunes ont tenu à sensibiliser leurs pairs à leur capacité d'innovation. La femme a du potentiel, que la femme est capable. Au-delà des avantages procurés par la nouvelle loi, nous devons, nous femmes, nous prendre en charge de sorte à nous préparer pour ces élections et brider des sièges au Parlement. Pourquoi pas plus de 50%, sinon 50% nous nous en compterons. De son côté, Merveille Ndoua a insisté sur l'utilisation responsable des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour le développement de la RDC. C'était question d'analyser les opportunités que les jeunes femmes leaders pouvaient trouver en utilisant très bien les réseaux sociaux, qui est le canal de la communication actuellement, pour faire valoir leur leadership féminin dans le monde. S'adressant à l'assistance, Anita Ntamba, inspectrice générale au sein du parti politique dynamique Congo Uni, a formulé le vœu de voir la femme participer à la construction du pays en se présentant massivement aux élections législatives à venir. L'article 13 qui veut que les listes qui seront déposées par le parti politique, le regroupement politique, considèrent les 50% que la loi exige. Alors pour que cela soit effectif, ça ne dépend pas de la loi, ça dépend de femmes qui doivent être participatives et elles doivent être de femmes engagées. Donc, la conférence débat a été organisée au dernier dimanche du mois de mars pour clôturer en beauté cette période dédiée à la femme. Lancement de la fondation Ubuntu du pasteur Hervé Louala, une fondation à politique dont l'objectif est d'aider les personnes vulnérables et reconcourir à la formation de la jeunesse congolaise. La cérémonie a eu lieu dimanche au siège de cette fondation située dans la commune de Kinshasa. Reportage. Les membres de la fondation Ubuntu ont bravé la pluie à l'occasion du lancement de leur structure. Pour marquer cette journée, ils ont commencé par une marche au rond-point des Huileries jusqu'au siège de leur fondation sur l'avenue Kato dans la commune de Kinshasa. Devant ses membres et la population venue nombreuse, Hervé Louata, initiateur de cette fondation, a indiqué que sa structure a un seul objectif, c'est lui de mettre l'homme au centre de ses intérêts. Obed Kisunga, secrétaire général de la fondation Ubuntu, a pour sa part martelé sur la devise de cette organisation, l'humanisme, la charité et l'amour du prochain. Notre fondation est dans un axe très humaniste, c'est-à-dire on est en train de penser à l'autre, à son prochain, dans l'humanité. L'une des choses qu'on est en train de promouvoir dans notre fondation, c'est l'humanisme, l'humanité dans l'homme. La charité, ça veut dire l'amour du prochain, l'amour de l'autre. Lorsque on va tous susciter en nous et créer, développer, croître l'amour du prochain en nous, ça va nous permettre à ce que nous puissions se développer entre nous et nous puissions épanouir et évoluer. S'il n'y a pas l'amour, il y aura la haine, il y aura l'égocentrisme, ça veut dire penser à soi, rien qu'à ce qui concerne le moi, l'équibongaï. Alors, pour éviter cela, afin que nous puissions
vivre dans la solidarité communautaire, nous avons voulu remettre l'homme au centre de nos intérêts. Lors de cette cérémonie, Hervé Louata a remis des fonds sans intérêt aux membres de sa fondation. Cette journée s'est clôturée dans une ambiance festive. Le théâtre est un moyen par excellence pour développer une nation et l'éducation de son peuple, avis de l'humoriste Roncia Koukel dans une interview accordée à Actu 30 Télévision à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du théâtre célébrée le 27 mars de chaque année, dont l'objectif vise entre autres à promouvoir la joie dans son entourage. Reportage. Il y a quelqu'un, comme si les zombies allaient dire « frère, je suis là, tranquille ». La Journée mondiale du théâtre a été créée en 1961 par l'Institut international du théâtre. Elle est célébrée chaque année le 27 mars par le Centre de l'ITI et la communauté théâtrale internationale. Divers événements nationaux et internationaux des théâtres sont organisés pour marquer cette occasion. Chaque année, une personnalité exceptionnelle du théâtre ou une personne exceptionnelle de cœur et d'esprit d'un autre domaine est invitée à partager ses réflexions sur le théâtre et l'harmonie internationale. Roncia Koukel, l'une des icônes de l'humour de la République démocratique du Congo, parle ici de l'importance du théâtre. Faire rire aussi, payer le loyer. Hein. Non, mais faire rire, mais aussi voir mes compatriotes en rire de ce que je fais. Je vous jure, c'est pas facile. Le théâtre, c'est aussi un moyen par excellence pour des artistes d'exprimer leur position, mais également contribuer au développement de leur communauté. C'est arriver à ce point où tu caricatures la société et tu peux dire des choses où les gens s'identifient, en bien ou en mal. Et l'artiste, c'est celui qui soulève des questions sans faire de conclusion. Et moi, en tout cas, j'ai eu Jamel Debbouze, Dofé Boulomatadi, Gad Elmaleh, Franco Lomakedi, le Kwakanza et Fali Bopa. On est là pour faire rire. Déjà, on n'est pas obligé de faire des choses que les fans veulent. Mais je pense qu'étant qu'artiste, l'artiste c'est celui qui a un langage assez différent. Mais je pense aussi que l'artiste peut soulever des questions. Et je pense aussi, j'ai fait l'INA, hein, il y a ce qu'on appelait théâtre d'intervention. Et je pense aussi que l'humoriste peut faire une sensibilisation. Donc je ne dirais pas le rôle de l'humoriste, je dis seulement que toutes ces casquettes peuvent contribuer au positif et au négatif. Cette journée est une occasion de sensibiliser les personnes à la valeur du théâtre sous toutes ses formes, mais également permettre aux communautés théâtrales de promouvoir leur travail à grande échelle afin que le gouvernement et les leaders d'opinion soient conscients de la valeur et de l'importance du théâtre sous toutes ses formes et les soutiennent. Et à quelques jours du début des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, l'heure est maintenant à la sensibilisation des athlètes qui vont prendre part à ce rendez-vous francophone. C'est dans ce cadre que l'ancien footballeur international et l'ambassadeur du comité international de Jeux de la francophonie a conféré dimanche avec des académiciens du centre des formations Oudjana Sport situé au stade Tata Raphaël. Reportage. Nous sommes au stade Tata Raphaël dans la ville de Kinshasa, capitale de la RDC qui va abriter le 9e jeu de la francophonie du 28 juillet au 6 août prochain. Sur place, ce sont des athlètes qui s'entraînent et préparent ces grands rendez-vous francophones. La délégation du comité international de jeux de la francophonie, en compagnie de leur ambassadeur Lilian Thuram, qui séjourne à Kinshasa, a assisté à cette séance d'entraînement. Du nombre des membres de cette délégation, la directrice du CJF, Zeina Mina, et le directeur national du 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja, ont assisté à cette activité.
L'ex-international français a profité ces temps d'échange pour prodiguer des conseils à ces jeunes qui ambitionnent de devenir des stars du ballon rond. Pour avoir des carrières prodigieuses, le champion du monde 98 avec la France leur a demandé de ne pas seulement se fier à leur talent, mais de faire preuve de discipline et de rester concentrés sur leurs objectifs. Vous savez, que ce soit au Congo ou ailleurs, je pense que les jeunes ont besoin de bienveillance pour essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc c'est apporter une certaine confiance et surtout essayer de leur dire qu'il faut toujours essayer de comprendre la société dans laquelle ils vivent et de savoir que personne ne peut se faire seul. Et donc écouter, regarder, essayer oui, de développer une qualité essentielle, c'est la qualité d'écoute qui va leur permettre justement de devenir ce qu'ils ont envie de devenir. Connaissant les exigences du football professionnel d'élite, l'ancien défenseur de Barcelone et de Juventus a mis un accent particulier sur l'importance de forger des athlètes qui ont une grande force mentale. La visite de l'ancien tricolore s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la francophonie en vue de promouvoir les valeurs qui prônent cette organisation qui sont entre autres la solidarité, la diversité, l'équité et l'excellence. Très bonne nouvelle pour les fonctionnaires de l'État. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a annoncé la mécanisation des 23 000 agents pour l'année 2023. Reportage. Parmi les défis majeurs qui sont dressés devant nous dans la bataille que nous livrons pour le redressement de notre administration, se trouve en bonne place l'équation de l'exclusion salariale de plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires certifiés pourtant réguliers. Cette question préoccupe au plus haut point Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui m'avait chargé de réfléchir ensemble avec le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances, évidemment sous la coordination de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, afin d'y répondre de manière stratégique et progressive. C'est un problème qui concerne des agents non payés au salaire de base, communément appelé NP. Dans cet élan d'appurement progressif du stock d'agents non payés, en l'espace d'une année, soit d'octobre 2021 à janvier 2023, 51 950 cadres et agents ont été intégrés dans le système de paye, tandis que 23 000, plus ou moins, autres agents sont au point de l'être au deuxième trimestre 2023. Pour ce faire, considérant la nécessité de garantir l'équité, la justice et la transparence dans ces processus voués à se poursuivre jusqu'à la résorption du lourd passif hérité des travers du passé, et dans le souci de lutter contre le clientélisme et la subjectivité, je voudrais vous rappeler les principes fondamentaux et les instructions devant guider dorénavant dans la mise en œuvre de la politique d'inclusion salariale et la transmission des listes d'agents éligibles à la mécanisation. D'abord, les listes d'agents à mécaniser doivent impérativement provenir de chaque service utilisateur et être signées par les responsables des services. En l'occurrence, le secrétaire général, les inspecteurs généraux chefs des services, les directeurs généraux des services publics. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en contenu sur les www.actu30.cd. Au revoir.